Bonjour et bienvenue à votre émission Qu'en pensez-vous où on parle d'actualité, l'actualité de tout ce qui se passe au niveau régional, national et même international. Et cette semaine, pour nous éclairer de sa sagesse internationale, M. Raphaël Badoé, Togolais d'origine, mais dolmissois d'adoption depuis quasiment 15 ans que tu es à Dolbeau. 11 ans. 11 ans? Dolmissois de pur sang. Oui, pur sang maintenant. Oui, oui. Hey, content de te retrouver, Raphaël, ça va bien? Très, très bien. Bien. La famille va bien, tout est beau. Bon. Bien, je vais te lancer dans l'actualité dès maintenant d'abord, parce que tu es venu pour ça. Oui, vas-y. Hey, on va parler du plan de gestion des matières résiduelles dans la région parce qu'il y a un plan qui a été soumis, mais on va y aller avec... on va faire un peu un sondage. On va aller voir la population. On va sonder la population pour voir qu'est-ce qu'eux en pensent, surtout au niveau de la gestion, oui, des déchets, mais ce qu'on appelle les bacs bruns, les nouveaux déchets, les aliments, etc. Parce qu'on est rendu là. Bientôt, on n'aura plus le droit de jeter tout ce qui est compostable, en fait. Ben, écoute, il y a certaines régions qui ont déjà commencé à avoir 3 bacs. C'est sûr que les gens diront que 2 bacs, 3 bacs, 4 bacs, c'est trop. Mais ailleurs, les gens sont rendus, Saint-Hyacinthe et Drummondville, un peu partout. Les gens ont plusieurs bacs pour pouvoir recycler tout ce qui est compostage. Parce que le Québec, on consomme beaucoup, puis on en jette beaucoup. Il faut penser à recycler. Oui. Mais ça passe par beaucoup de sensibilisation. Puis j'espère que les gens vont comprendre l'objectif qui est en arrière de ça, comme quoi il faut qu'on arrête de gaspiller. Mais pour arrêter de gaspiller, là, je contourne un peu, mais on serait peut-être pas mieux de moins consommer. Ça va être difficile. Ouais. On est déjà rendu dans une société de... On est en plein dedans. Freiner les gens, c'est difficile. Mais quand on les amène à prendre conscience de ce que nous jetons dans les poubelles, peut-être ça va faire l'effet inverse. Ça va les pousser à se rendre compte que je jette de la bouffe chaque semaine. Oui, clairement. Là. Est-ce que je peux arrêter d'en consommer? C'est un défi, ça, en fait, de faire son épicerie puis de réussir à rien jeter. Là. Écoute, les gens, je pense qu'il y a une étude qui a sorti, c'est presque la moitié de ce qu'on achète qui est encore jeté dans les poubelles, puis les gens n'ont pas conscience de ça. Tu achètes, puis parfois tu dis, oh, ça c'est passé date, ça passe date, ça passe date. Puis... Mais ailleurs, en Inde, on recycle tout. Ouais. Tout est recyclé. Mais ici, on a encore de la misère. Mais ça va venir. C'est particulier en plus parce qu'on dirait qu'au niveau de la consommation, on aime toujours acheter le plus gros. On a l'impression qu'en achetant plus, ça devient moins cher, mais si tu en es pour en acheter la moitié, finalement, tu perds de l'argent. Hein. On veut économiser en achetant en gros. Mais à la fin, on n'arrive même pas à consommer tout ce qu'on a acheté. Ben oui, c'est ça. Puis finalement, tu te dis, ben, si j'ai acheté la moitié, c'est mieux, ça me coûte plus cher, mais en bout de ligne, je le consomme, puis ça peut revenir également kiff-kiff. Mais pourquoi jeter la moitié, puis si tu n'es pas capable de le consommer? Mais j'espère que les gens vont sortir, que les gens vont comprendre l'objectif en arrière de ça, que c'est un travail de tout le monde, de sauver la planète. Écoute, il faut que tout le monde arrive à faire quelque chose. Ce n'est pas le voisin seul qui va le faire, mais chacun dans sa maison, si on est capable de sortir et de dire, oui, j'ai une super bonne idée pour recycler, pour ramasser, il faut que chacun participe. Parce que... Et les compagnies aussi, là, qui polluent, puis les autos. Non, mais là... je veux pas... On parle du citoyen, Pierre. Oui, je comprends. Parce qu'avoir un troisième bac, je pense que c'est une habitude qui va se prendre assez bien. Il faut. Mais là, quand on a un bac de compost, on fait quoi avec ça? Il faut aller le porter aussi ou on peut l'utiliser? Ben écoute, moi, l'expérience que je peux te dire, le cas de Saint-Hyacinthe, comme moi j'ai fait Saint-Hyacinthe, même le gazon, quand on le ramasse, puis il va dans un bac spécial. Parce qu'avec ça, on fait également de l'engrais, c'est l'engrais vert qu'on parle, puis ça revient un peu en arrière. C'est comme si tout ce qu'on ramasse est transformé. On le tourne ramène. à la terre. Oui, on tourne. C'est comme une roue, puis quand ça décolle, ça nous revient. Au lieu de tout le temps consommer, n'oublie pas qu'on est endetté par rapport aux ressources que nous avons sur la planète Terre. Hein? Oh oui. Hein? On est endetté. Si on veut que les générations à venir également puissent trouver quelque chose de probant, oui, au Québec, on est chanceux. On est dans une région où on a encore la forêt, on a tout. Les changements climatiques, on a l'impression que ça ne nous touche pas trop. Oui, on va y revenir d'ailleurs. Mais ailleurs, ceux qui sont dans les petites îles, dans le Pacifique, Sud... oui, qui voient l'eau monter. Écoute, eux, ils le voient déjà. Ouais. On est chanceux, on ne le vit pas. Mais si on peut faire quelque chose, chacun de son côté, apporter sa pierre à l'édifice,
Écoute, pour sauver la planète, pourquoi pas? Super. On va changer totalement de registre. On va aller dans le registre des armes à feu. Oh, c'est l'opposé, complètement. Oui, opposé parce que on sait qu'au Québec, on était contre l'abolition du registre fédéral des armes à feu. Oui. En général, on a essayé de récupérer ça, c'était compliqué, Oui. etc., etc. Maintenant, le gouvernement du Québec parle de faire un registre des armes à feu pour le Québec. Oui. Mais dans la région, il y a déjà de la mobilisation qui s'est faite. Au niveau régional, il y a eu une manifestation à Alma pour dénoncer ce registre-là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ici, on sait qu'il y a une région beaucoup de chasseurs. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ce registre-là? Est-ce que ça coûte vraiment trop cher pour son utilité? Est-ce que ça a vraiment une utilité? Plein de questions. Écoute, Pierre, moi, je suis surpris de la sortie des gens parce que il y a quelques années, avec M. Harper, au Québec, on voulait récupérer le registre des armes à feu. Mais maintenant qu'on est prêt à aller de l'avant par rapport au Québec, les gens disent ils sont plus d'accord parce que ça va coûter près de 70 millions ou bien 30 millions, entre 30 et 70 millions. Oui, parlons du budget, mais en arrière de ça, on veut prévenir, on veut sauver des vies humaines, on veut éviter qu'il n'y ait pas d'accident. Et comment ce registre-là peut participer à réduire les pertes de vie, en fait? Mais c'est la demande des policiers. Ouais. Les forces de l'ordre veulent qu'il y ait un registre pour être capable de retracer des armes à feu. Tout ce qu'on dit, tu as une arme, je ne défends pas, hein, mais je fais que interpréter. Tu as une arme, et tu te fais enregistrer, puis tu le déclares, puis écoute, ça s'arrête là. S'il y a quelque chose, on est capable de retracer, l'arme là vient d'où? C'est une façon de se discipliner. Oui, puis il y a aussi au niveau, ça doit aider au niveau de l'intervention policière. Là. J'imagine qu'on on a un appel pour, je sais pas, de la violence conjugale. On consulte le registre, on s'aperçoit que dans cette maison-là, il y a plusieurs armes à feu. On va possiblement intervenir d'une manière différente. Ben écoute, en plus, on est chanceux. On n'est pas aux États-Unis où il y a des tueries un peu partout. Mais plus on met de la prévention, plus on évite ce genre de carnage qui peuvent arriver. Oui. Écoute, c'est juste amener les gens à prendre conscience que, écoute, on veut éviter qu'il y ait des accidents. Il n'y en a pas. Frère, écoute, j'ai suivi mon cours également j'ai suivi mon cours de maniement. Oui. Oh oui, Tu es un chasseur. Je suis un prédateur officiellement. J'ai ma carte de chasseur, OK? Je l'ai. C'est vrai que dans les cours, on nous apprend tout. Mais on ne sait jamais hein, comment ça peut changer. Parce qu'ailleurs, tu vois aux États-Unis, comment écoute, ils sont rendus à un niveau incontrôlable. Un cours, c'est quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on l'applique, là, parce qu'on a des cours de français, puis je te dirais que je vois des gens écrire. Écoute, puis... moi, je trouve que c'est toujours prévenir ce qui pourrait arriver un jour. On ne sait jamais. Puis, on est un peuple, on est une société, une province qui veut mettre des règles pour pouvoir aller de l'avant sans faire de mauvais rêves un jour en disant est-ce que c'est vrai ça que ça se passe chez nous aussi? Ouais. Ben, ça peut arriver facilement. Alors, c'est la lecture que moi je fais. Parce qu'un timbré, excusez-moi l'expression, qui va prendre une arme à feu pour faire une tuerie, ça peut arriver n'importe où. Ça peut arriver. Mais plus les armes sont à disponibilité, plus il y a de chances que ça arrive. Écoute, c'est tout ce qu'on veut, c'est mettre toujours des garde-fous, OK? Pour être conscient que j'ai une arme à feu, il faut que je la déclare. Alors, plus tard, tu sauras que si je l'utilise ou bien si je vais voler, juste, tu sais qu'on peut me retracer facilement. Ça suffit. Donc, tu es pour la prévention? Je suis pour la prévention. D'accord, on va t'en reparler plus tard de la prévention. On a eu le bilan de la financière agricole dans la région, au niveau des terres agricoles, comment on a pu aider les agriculteurs à cause à chaque année, en fait, là, il y a une aide qui est donnée aux agriculteurs pour les pertes de récolte, avec ce que le climat peut nous surprendre à chaque année. Donc, il y a toujours des problèmes différents, trop de pluie, pas assez de pluie, pas de vent, pas assez de vent, en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses? Une bonne ou une mauvaise année? Une mauvaise année. Mauvaise année? Une mauvaise année à cause de... écoute, on retombe avec les changements climatiques, un mauvais climat, la pluie qui a traîné, et ça a gelé plus tôt, ça a gelé plus tard, puis c'est fini les récoltes. On n'a plus de bonnes récoltes. Mais moi, je vais comme sortir un peu de ton sujet hein, pour t'amener sur... Vas-y, je fais ça souvent. Un sujet qui touche le dézonage agricole. Ouais. OK? Parce que, regarde, on est dans une région où on a des problèmes liés au rendement de l'agriculture. Ouais. Puis dans des municipalités où on veut attirer du monde. Et on empêche les municipalités, on ne donne pas la permission aux municipalités de dézoner des zones pour attirer les jeunes à revenir et s'installer en disant que, oui, c'est des zones agricoles, mais la production, ça ne marche pas. La production, là, la rentabilité n'est pas, n'est pas là. Mais ailleurs, au Québec, dans les coins de Saint-Hyacinthe, qui sont des zones agricoles, où le rendement est là, on leur permet de dézoner facilement.
C'est un peu étrange parce que les meilleures terres agricoles sont dans ce coin-là, puis c'est celles-là qu'on devrait préserver, en fait, pour l'agriculture. Bon, j'ai trouvé une façon vraiment de dévier du sujet parce que on voit le rendement qui n'est pas au rendez-vous. Alors, pour ces milieux ruraux là, qui veulent attirer du monde, le rendement est là. Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre pour attirer du monde? Alors, c'est totalement différent comme sujet. Mais là, moi, je trouve une façon de parler de ce sujet-là. Le rendement n'est pas au rendez-vous à cause du climat, à cause des intempéries. OK? Bon, ils vivent ça. Puis on est obligé d'injecter de l'argent pour les supporter. Chaque année. À chaque année. Ça ne va pas. OK, c'est vrai. Mais on vit dans une région où on veut attirer également des jeunes. On veut que les jeunes reviennent. Oui. Puis on empêche que ces terres agricoles-là, qui sont rendues quelque part incultes, on ne veut pas les dézoner pour en faire quelque chose d'autre, pour que les jeunes puissent revenir s'installer. Alors moi, je viens de te trouver. mais c'est difficile pour les jeunes agriculteurs, en fait, aussi de reprendre des fermes et de te lancer, parce que maintenant, on est vraiment dans une société de méga fermes et de... Écoute, la relève agricole, ils ont de la difficulté au niveau de la relève agricole. Ça veut dire qu'un jeune également qui veut reprendre une ferme, qui veut reprendre des terres, écoute, ça, là, c'est pas encourageant pour que les jeunes reviennent, puis qu'ils reprennent la ferme familiale. Ça n'existe plus. Donc, on aura de moins en moins de fermes, puis on va voir les fermes qui vont rester, vont grossir, vont prendre la place des autres, parce que, oui, les terres, ça va coûter cher, il y en a qui vont abandonner. On s'en va de plus en plus vers l'abandon. Hein. Oui, parce que c'est de plus en plus difficile. Pourtant, c'est un métier tellement important. Je veux dire, c'est la base de notre chaîne alimentaire, là, l'agriculture. On est en train de changer. Hein. Le monde est en train de changer. Ce n'est plus l'industrialisation, la mécanisation. On est rendu vraiment à une autre étape où c'est les multinationales qui contrôlent tout parce que les petits propriétaires, les petits agriculteurs ne peuvent plus survivre. Aussitôt qu'il y a un mauvais intempérie, ils perdent de l'argent. Hein. Oui, c'est ça. Puis en plus, c'est d'écouler leurs marchandises aussi. Là. Il faudrait avoir vraiment un bon système d'achat local, en fait, en région, pour que les agriculteurs puissent écouler directement leurs marchandises, pas que ça aille à Montréal pour que ça revienne sur nos tablettes ici. Ça aussi peut être une autre piste pour que les gens pensent à qu'est-ce qu'on a dans la région qui est plus rentable. Les petits fruits, les bleuets, tout ce que les mélanges. Trouver d'autres produits pour remplacer. Écoute, ce qui se passe. Présentement, avec l'agriculture, ça va très mal. Alors maintenant, il faut se spécialiser peut-être dans l'agriculture des produits nordiques, puis aller dans ce sens-là. Peut-être que ça va porter ses fruits parce que ce qu'on faisait de façon traditionnelle, on en perd de bout. Alors, j'ai comme mélangé pas mal de sujets. C'est parce que c'est un sujet extrêmement complexe et vachement intéressant, en fait. Je vais t'emmener maintenant vers le logement social. Là. On a Logement Entraide qui a réussi, qui milite depuis des années pour avoir justement plus de logement social en région. Je pense que c'est une crise partout à travers le monde. En fait, là, ça prend plus de logements sociaux. Et cette semaine, on a réussi à rencontrer le premier ministre. Et puis, je pense que le premier ministre avait besoin d'un peu de montrer qu'il était dans la région. Il a rencontré plein de monde, mais je trouve ça intéressant qu'il ait aussi rencontré pas juste des gens d'affaires ou des entreprises, mais des gens du milieu communautaire. Et il s'est un peu engagé à continuer à travailler. Il n'a pas le choix, Pierre. Ouais. Non seulement il est le premier ministre, il est le député de notre comté, mais il est le ministre de la région. Ouais. Donc, il a 3 dossiers à défendre. Il est de notre comté, mais il est le ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, tous les problèmes de la région, il n'y a pas le choix, ça tombe sur son bureau. Alors, dans son calendrier, il faudrait qu'il rencontre les gens d'un peu partout au Saguenay pour comprendre les problématiques. Et puis, quand on sait que c'est Sonia Côté, la directrice, ou bien... qui s'occupe beaucoup, là, qui écoute, elle fait un travail formidable. Remarquable, en fait. Elle travaille fort. Alors, le Premier ministre a juste fait son travail de ministre et responsable de la région pour rencontrer, visiter les différents secteurs d'activité de notre région. Il a fait, puis Mme Côté a profité pour plugger un peu ses demandes, surtout qu'au niveau des logements, il y a des coupures de quasiment de moitié également. Comme partout. Comme de partout. Alors, ils ont promis que dans le prochain budget, ils vont augmenter les allocations. On va voir si, au niveau de la construction, des logements sociaux, si ça va augmenter ou pas. Mais il a promis... Parce que ça, c'est une problématique ici, mais c'est une problématique à peu près dans toutes les villes. Mais écoute, à Montréal, c'est encore crié à Montréal, un peu partout. Écoute, c'est la preuve que ça va mal, la société, il y a de plus en plus
des personnes démunies qui ont besoin de petits coups de main, mais certains ont besoin juste de l'encadrement. Hein. Ouais. Et oui, et les logements communautaires, comme on appelle, Les coopératives d'habitation. des coopératives d'habitation, les gens ont juste besoin d'avoir l'appui technique, puis ils vont se structurer des conseils techniques pour les accompagner. Alors, le Premier ministre, il y a du pain sur la planche pour la région. Ah, ben il y a du pain sur la planche en général. En général. C'est pas. Mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui vont en politique parce que, je veux dire, tu as tout le temps des gens rencontrés qui te demandent tout le temps quelque chose et c'est. T'as vraiment des tapes dans le dos. Hein. T'as plus des j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, pourquoi t'as pas fait ça? Il n'a pas le choix, il faut qu'il réponde à tout le monde. Ah oui, Il oui. n'y a pas le droit de dire non. Je t'amène brièvement sur le procès de Jacques Fortin parce que moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est pas le procès en tant que tel. Je veux pas qu'on refasse le procès de Jacques Fortin. Ça date de 2006, cette Oui, affaire. oui, c'est une vieille affaire. Mais on est rendu à juger sur l'habileté à siéger de quelqu'un. Tu sais, j'imagine ce qu'on a vu, entre autres, à Laval avec le maire Vaillancourt, Oui, etc., oui. de faire que, bon, il est maire et on ne peut pas le destituer. Est-ce que ça découle de tout ça? Puis est-ce qu'on est rendu à ce que les tribunaux puissent nous dire, ben toi, tu as le droit de... Parce que c'est un droit fondamental quand tu es Canadien, c'est que tu as le droit de pouvoir demander un poste politique ou d'appliquer, en fait, pas nécessairement que tu vas l'avoir. Est-ce qu'on est rendu là à pouvoir, de manière juridique, décider qui peut ou pas siéger? Ben, écoute, moi, je vois le sujet d'une autre façon. J'aime ça, j'aime ça. C'est toute la problématique liée aux élus. Quand tu es élu, qu'est-ce que tu as le droit de faire, qu'est-ce que tu n'as pas le droit? Le danger qui est lié à cette fonction de conseiller, de député, de représentant. Peu importe. Peu importe. C'est devenu délicat. Puis on comprend pourquoi certains ne veulent pas embarquer en politique, parce que aussitôt que tu embarques en politique, puis arrive un problème. Ceux qui te veulent, il y en a qui ne comprennent pas le sujet. OK, ils vont t'accuser de n'importe quoi. Puis, quand tu es élu également, il faut faire très, 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 très attention. Quoi. Avant d'embarquer dans quelque chose, demande un conseil, un avis juridique, faut faire très attention parce qu'il y a de la suspicion partout, parce qu'il y a eu plein de choses, puis ça découle de ce qui s'est passé un peu partout. Oui, surtout en plus à Ville-Saguenay, là, je pense qu'il y a des gens qui attendent juste ça, qu'il y ait de quoi d'un peu proche pour sauter sur l'occasion. Écoute, quand on sait comment la ville est gérée, OK? C'est géré comme un royaume, on le sait, c'est un royaume qui est géré. Puis, donc, les gens, surtout qu'il y a une petite faille, ils s'engouffrent, puis on n'est pas capable de trouver la raison. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'il a fait ça? Est-ce qu'il y a apparence? Bon, ce qui est apparence, écoute, tu es politicien, tu fais attention, tu n'embarques pas dans ça. Mais ça date depuis 2006. Oui, c'est ça. Puis ça continue. Oui. Ah, c'est long. Hey, ça, c'est fou, ça. Mais ça, c'est une autre problématique qu'on pourrait parler longuement, c'est le juridique. On est rendu d'une société où tout passe par les lois. Ah, c'est on dangereux, judiciarise absolument tout. Même des droits qui sont constitutionnels. Là, je repense aux manifestations étudiantes, entre autres. On est rendu vraiment... Mais tout ça, là, ça coûte combien, frais d'avocat, hein? Depuis que ça dure, cette affaire? Hein? Non, mais... Il n'y a personne qui veut lâcher le morceau. Non. Parce que c'est un politicien. Ouh! Écoute, mais c'est dangereux, c'est délicat de faire la politique maintenant parce que aussitôt qu'on sent qu'il y a quelque chose, puis avec raison également, parce qu'il y en a qui ont abusé, mais tu réfléchis à 1 million de fois avant de sauter dans la politique, c'est tout. Oui, c'est clair. Je t'amène sur la scène nationale, entre autres au Québec. Je vais te parler du ministère de l'Éducation. Parce que là, en 3 ans, on est rendu à notre 5e ministre de l'Éducation. Puis là, je trouve ça triste pour ce qui arrive à Pierre Moreau. Là, c'est pas, Oui. mais ça devient complexe parce que là, c'est un sujet extrêmement délicat, très complexe. Et là, on dirait que là, faut que le nouveau ministre, il faut qu'il prenne... Parce que, je veux dire, il faut qu'il prenne connaissance des dossiers, il faut qu'il parle à ses sous-ministres, il faut qu'il parle à ses hauts fonctionnaires, comprendre. Fait que c'est comme toujours... On dirait qu'on fait un pas en avant, 4 pas en arrière, parce qu'on est tout le temps en train de changer. Qu'est-ce que ça va prendre au ministère de l'Éducation pour que ça fonctionne? Moi, quand j'ai appris que c'est Pierre Moreau qui allait au ministère de l'Éducation, je dis enfin, parce que lui est connu comme un bosseur. Il travaille fort, ce ministre-là. Il y a le respect de beaucoup de gens. Donc, pour moi, je dis enfin, bon, quelqu'un, on ne sait jamais, hein? On va voir quelqu'un qui va rentrer, puis toute la problématique, il va comprendre. Bon, moi, j'avais espoir, mais... Avec la maladie qu'on nous a annoncée, c'est comme si, oh non, c'est décourageant. Oui. Mais en même temps,
C'est la preuve qu'au niveau de l'éducation au Québec, on a un problème. Ce n'est pas la priorité. Non, c'est clair, hein? Ça devrait être notre projet de société, en fait. C'est un peu hasard, c'est vrai ce qui arrive à M. Moreau, mais en même temps, c'est un hasard, mais qui confirme quelque chose qu'au niveau du ministère de l'Éducation, ce n'est pas la priorité pour le gouvernement. On a l'impression qu'on met au ministère de l'Éducation des gens qu'on veut jeter. Écoute, va nous régler, puis fais-le comprendre que c'est comme ça que ça marche. Ouais. Mais l'éducation, ce n'est pas ça, c'est l'avenir du pays. Et moi, je trouve qu'au niveau du ministère de l'Éducation, il faut que ça soit des enseignants. Oui, c'est vrai. L'autre, l'ancien ministre également, François Blais, il est recteur. Bon, OK. Mais je crois qu'on doit toujours mettre là-bas des enseignants, des gens qui sont dans la boîte, qui comprennent la machine, les problématiques, des gens qui restent longtemps, et non pas des gens qui viennent faire un tour du magasin et qui ressortent. Quelqu'un qui est là-bas pour au moins 2-3 ans. Puis qu'il y ait une vision à long terme aussi. J'ai l'impression qu'on fait tout le temps du patchage. On prend les grandes décisions mur à mur, quand je pense qu'on devrait vraiment y aller cas par cas. Là. Puis on prend les grandes décisions mur à mur, puis après ça, on lance ça, puis on dit un peu aux gens, organisez-vous. Ben écoute, mais il y a également autre chose, hein, que j'espère que, comme enseignant, j'espère que les gens ne vont pas me tirer dessus. J'ai comme l'impression que les ministres qui arrivent se retrouvent tellement coincés dans des murs, tu vois. Tu as des grands pédagogues, tu as des syndicats, et c'est des gens qui sont... Tu as des enveloppes budgétaires, des directions, des gens tout est déjà distribué d'avance, les gens sont braqués, puis quand ils arrivent, ils ne sont pas capables de bouger d'un pas. Ce qui fait qu'ils arrivent, bon, ils font la représentation, puis ils s'en vont. Peut-être qu'il aura fallu au moins à l'intérieur du ministère un peu de souplesse. Oui, on est en éducation, mais on a l'impression qu'à l'intérieur, à l'interne, c'est assez rigide que quand les gens arrivent, ils ne sont pas capables. Peut-être sortir des paradigmes, essayer de se remettre en question, en fait, là. Parce que là, j'ai l'impression qu'on essaie de régler les mêmes problèmes de la même manière qu'on le faisait il y a 30 ans. C'est tout le système éducatif qu'il faut revoir de fond en comble. Ben, est-ce qu'il faut encore faire les assemblées générales de l'éducation? De l'éducation. On l'a fait, puis les idées avaient de l'air... Mais je pense qu'il faut repenser. Est-ce que c'est ça qui fait peur? Est-ce qu'à l'interne du ministère, est-ce qu'il y a des structures qui sont là, inamovibles, qu'on n'est pas capable de bouger? Les institutions qu'on a mises en place à l'interne, est-ce que c'est trop lourd à changer, qui fait qu'on est obligé d'envoyer des gens à l'abattoir? C'est quasiment des ministres qui vont à l'abattoir là-bas. Oui, puis un autre problème, c'est que j'ai l'impression que tout le monde essaie un peu de tirer la couverte de son bord, mais toujours de manière un peu égoïste. On pense à... on pense à soi-même, à ses petites affaires, à son travail, à son école, à ses affaires. Puis c'est totalement normal. Mais j'ai hâte qu'on pense à l'éducation comme priorité, l'enseignement, les enfants. Tu sais, je veux dire, 25 conseillers pédagogiques, ça a une certaine utilité, mais je pense qu'il faut aussi réinvestir dans l'enseignement, dans l'enseignant, dans les classes. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est là que ça se passe. Bien, les gens finissent par nous taxer de confrérie. Les enseignants, ils m'ont dit, c'est une confrérie, les enseignants. Parce que les gens de la misère comprennent pourquoi ça ne marche pas. Qui ne coopère pas? Qui ne collabore pas? Écoute, les gens ne sont même pas prêts à se faire évaluer à l'intérieur. Écoute... Oui, mais au niveau de l'évaluation, c'est autre chose parce que c'est complexe. Tu sais, moi, je ne suis pas contre l'évaluation des enseignants. Oui. Mais maintenant, comment on fait l'évaluation? Parce que si tu me dis, on va évaluer selon les notes que tu es... Je veux dire, c'est trop facile là, de faire passer tout le monde. Je veux dire, comment on va se faire évaluer? Si moi, entre autres, je suis un enseignant politique, mais toi, tu viens m'évaluer, tu es un enseignant en histoire, on n'a pas la même perception des affaires, on ne conceptualise pas de la même manière. Comment on arrive à juste faire accepter de se faire assister. Ça, c'est juste un petit point parmi 1 million de points liés au niveau du ministère de l'Éducation. Écoute, se faire assister, OK? Travailler ensemble pour le bien des enfants, pour le bien des jeunes. Écoute, c'est difficile de vouloir changer quelque chose. Une seule virgule. Juste demander à ton collègue de venir t'assister, t'asseoir. Puis, tu fais le cours. Puis après, s'il a un point à porter pour le bien des jeunes, pourquoi pas? Tout ce qu'on veut, tu es un professionnel de l'enseignant. Oui. Tu es un professionnel, tu es diplômé, tu es reconnu comme un professionnel. Tu as peur de quoi? D'avoir un collègue qui s'assoit dans le fond 1 fois par mois, ou bien tu dis, écoute, j'ai cette classe-là,
j'ai du fun avec eux. Viens m'assister, écoute, puis tu vas travailler, tu vas apporter. Je sais que tu as ta façon d'expliquer tel point. Viens avec moi. On va le faire ensemble. Ouais. C'est pour le bien des jeunes. Mais moi, je vais pousser plus loin ton idée. Oui. Pourquoi est-ce que tout le monde, là, les pédagogues, les gens au ministère, les enseignants, les directions, on réfléchit sur l'éducation, mais on ne prend jamais le point de vue des élèves? Ben, c'est parce que... Parce que eux, là, moi, dans ma classe, là, je demande à la fin de chaque cours, de chaque session, que mes élèves m'évaluent, parce que c'est eux mon public. Ben oui. C'est eux qui devraient me dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. C'est eux qui me subissent à quelque part, non? Ben, c'est parce qu'on travaille tous en vase clos. Ouais. Ah ouais, l'éducation, écoute. On travaille tellement en vase clos que quand tu remontes l'échelle, alors ça se répercute au niveau de toute la machine du ministère qui fait que quelqu'un qui rentre, qui veut proposer un changement, c'est difficile parce que chacun croit dû comme faire que c'est lui qui a raison avec ses théories. Ouais. Écoute, chaque enseignant qui sort, chaque professionnel de l'enseignement qui sort, il sort avec son diplôme. Il le revendique. Je suis un professionnel. Écoute, reconnu par l'État. Alors, dans ma classe, c'est moi qui gère ma classe. C'est toi qui gères, mais ça ne veut pas dire que tu as la vérité absolue. Bon, c'est que ça. Tu n'as que les meilleures manières puis que tu ne peux pas t'améliorer. Ben, tu diras ça à tes collègues. Ben, j'en parle régulièrement, en fait. On vient de sortir du sujet. On a l'Association québécoise des CPE qui a finalement accepté l'offre de Québec de 60 millions. Ils l'ont accepté, mais un peu à reculons, en disant, bon, ben, c'est juste remettre le problème à plus tard. J'aimais bien l'image que je ne me rappelle plus son nom qui disait ce matin, mais si on te propose mais je peux te tuer tout de suite ou te tuer l'an prochain, qu'est-ce que tu préfères? Je veux dire, bon, fait que là, c'est des budgets de transition pour arriver à finalement couper pareil le même montant. Et là, ça va plus loin, puisque là, même l'association des cuisinières là, dans les CPE est sortie en disant, ben là, à un moment donné, réaliser qu'on va les faire, les coupes, mais que les enfants vont moins bien manger, puis que c'est une réalité. Là. Il y a des services qui vont être diminués. Ben Pierre, moi, je résume ça en gros, c'est que le gouvernement Couillard, au début, c'est la récession. Okay? Ils sont rendus à un point où ils ont compris qu'il y a maintenant de petits bonbons. Puis il faut commencer à redonner de petits bonbons. Ouais. Donc, tranquillement, on commence à redonner de petits bonbons. On prépare les élections de 2018? Ben écoute, non, mais tous les partis politiques font ça. Là. On a coupé partout au début. On a coupé un peu partout. Maintenant, avec le nouveau ministre Sébastien Proulx, il arrive puis il lui propose quelque chose. Alors, l'autre ministre n'avait pas cette marge de manœuvre pour proposer quelque chose. Alors, on arrive, puis c'est rendu un problème. Écoute, on est rendu où le gouvernement est en train de préparer le terrain. Alors, si on prépare le terrain, les gens sont encore frustrés, fâchés par rapport aux coupures il y a un an, il y a un an. Maintenant, on est rendu à une autre phase où on se dit, bon, écoutez, il faut desserrer un peu la vis, puis il faut donner un tout petit peu. Les gens ont déjà fait des efforts. Ils ont coupé un peu partout. Les gens il faut les récompenser par rapport aux efforts qu'ils ont faits. Alors, on donne un peu de bonbons, puis ils vont se le partager, ils vont se calmer. Les élections arrivent, fini. Ah oui. Alors, pas peu d'employés, là, on leur redonne un peu. C'est absurde. Il faudrait que l'enseignement, à tous les niveaux, ça soit la priorité des Québécois, Québécoises. Mais bon. Écoute, la gestion, oui, on a fait une bonne gestion. On a vérifié est-ce qu'on a des sous, puis on se rend compte que, oups, bon, écoute, on peut redonner. Puis là, on est rendu, faites la file, puis chacun va avoir son petit bonbon, puis ça va marcher. Ouais. En commençant par le zoo. J'aimerais ça, en fait, que le gouvernement lise les rapports de l'OCDE puis des économistes nobelisés du prix Nobel d'économie qui disent toute la même chose, que l'austérité, ça ne fonctionne pas parce que tu coupes le pouvoir d'achat de tout le monde. C'est pas ça ça ne pourra jamais relancer l'économie. Mais Pierre, quand tu veux gagner les élections avec un slogan, c'est quoi ton slogan? Tu veux balayer la maison, tu veux que ça soit propre. Tu dis, écoute, trop de gaspillage, la récréation est finie, je veux redresser l'économie. C'est ton slogan. Tu prends le poste, tu feras quoi? Tu vas chercher à redresser ce que tu as dit. Oui, mais Raphaël, la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas. L'économie ne se redresse pas, ça s'empire. Mais là, tu prends le pouvoir avec un slogan défendu de fond en comble. Tu as dit partout ailleurs que tu veux redresser l'économie. Les gens ont écouté.
les gens sont prêts en disant, écoutez, on veut redresser. Ben, moi, si je veux redresser l'économie, je peux t'en les dire 20 théoriciens, des solutions pour redresser l'économie. écoute, Hein. les théoriciens, là, combien de gens de la population ont lu Karl Marx, Engels et les autres? Personne. Mais c'est toi le politicien qui leur dit comment ça marche. Mais toi et puis moi, on sait en arrière que non. Avec la Banque mondiale, le FMI, tout ça, là, les théories qui sont sorties dernièrement, là, la récession, là, tu enlèves toujours l'argent. Tu ne permets pas aux gens de sortir de l'argent pour que l'économie roule. Exactement. Ben, ce n'est pas ça que tu as vendu à la population. Tu as dit à la population, je vais redresser l'économie. Alors pour les gens, on va économiser, on va dépenser moins. C'est tout ce que les gens ont en tête. Puis quand tu leur dis, on coupe, c'est la récession. Tout le monde dit, OK, on est prêt. Mais en bout de ligne, là, les gens ont moins consommé. Ben, en bout de ligne, les gens ont moins consommé. Et puis, L'économie- les moutons ont voté pour le loup. Bon, là, je ne peux pas répondre. Non, mais écoute, c'est exactement ça. Là. Je reviens au changement climatique, parce qu'on en a parlé un peu en début d'émission. Il y a comme une étude, un sondage qui est sorti, qui nous montre que 44 des Canadiens, ils ne croient pas que le réchauffement climatique est causé par l'activité humaine, quand à peu près 99,9 des rapports de scientifiques nous disent ça. C'est intense. On est pire, là, ça dépend du point de vue, là, mais même aux États-Unis, il y a plus de gens qui croient que c'est l'activité humaine qu'au Canada. En fait, ça m'a un peu sidéré. Il me semble qu'on était rendu... Non, mais tout à l'heure, je t'avais dit qu'on est chanceux d'habiter sur un continent, OK, où on a encore la forêt, on a les ressources, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas l'impression que ça nous touche. On n'a pas l'impression que ça nous touche. C'est ça qui donne ces résultats-là. On sait très bien que le problème climatique, c'est comme un corps humain qui est malade. OK? Tout le monde, il faut que tout le monde s'y mette. Ça prend tous les spécialistes pour traiter un corps, quelqu'un qui est malade là, c'est tous les diagnostics possibles. Les spécialistes vont tous se réunir, dire écoutez, qu'est-ce qu'il a, est-ce que moi je peux faire? Écoute, mais quand on trouve que c'est l'affaire des gens qui vivent dans les îles, que ça les regarde, un jour, ça va nous atteindre. Ben, ce qu'on voyait là, avec les plans, là, si mettons, la calotte glaciaire fondait puis que l'eau montait comme c'est prévu, ça créerait 1 milliard de réfugiés sur la planète. Tu vois, là, juste d'accueillir 25 000, la panique que ça fait. Imagine 1 milliard de réfugiés dans le monde. Les gens ne le voient pas encore. Non. Les gens ne le voient pas. Écoute, les gens sont contre le régime des armes à feu parce qu'ils vont encore à la chasse. Ailleurs, il y a plus de gibier. Hein? Ouais. Écoute, mais ici, on est 31, 32 millions de population sur un territoire qui est comme Gigantesque. immense. Donc, on n'a pas les mêmes lunettes pour appréhender les changements climatiques. Comment ça se manifeste? C'est quoi les enjeux? Comment ça touche les autres ailleurs? On ne le voit pas encore. Peut-être que ça va prendre une autre génération, mais les jeunes au primaire, au secondaire, ils sont plus allumés. ils sont plus conscientisés par rapport à ça. Écoute, ça va arriver un jour, mais on vit loin des problèmes des autres, donc ça les regarde. Pas dans ma cour. C'est pas dans ma cour, c'est ça? L'Ontario fait des excuses officielles aux francophones, aux franco-ontariens, en fait, pour la loi 17. La loi 17 qui interdisait à l'époque, là on parle de fin 19e, début 20e siècle, Oui. d'enseigner le français, en fait. Puis là, on s'excuse aujourd'hui. Pourquoi on s'excuse aujourd'hui? Moi, c'était un peu ça, parce que, bon, on a fait la même chose au Québec avec les Autochtones qui n'avaient pas le droit de parler ou d'apprendre leur langue, etc. C'est une espèce de génocide culturel qu'on a fait, je dirais plus de l'assimilation, c'est moins violent comme terme, qu'on a tenté de faire. C'est correct quand même de reconnaître ses torts 100 ans plus tard? L'ouverture, les politiciens aujourd'hui ont conscience des erreurs commises il y a 2 siècles. Les gens sont plus... Toi et puis moi, on en parle, le débat, on est conscient de ce qu'on a causé comme tort. J'espère qu'un jour, on va également s'excuser par rapport aux Acadiens. Je ne sais pas si ça a été déjà fait ou pas. Mais un jour, je l'espère. Mais écoute, parce que c'est des événements qui étaient passés dans un contexte, pas de guerre froide, mais de tension entre l'Angleterre, la France, ainsi de suite. Alors les royalistes, tout ce qu'on veut, on est britannique, on a gagné la guerre. Mais toute cette mentalité-là a changé. Alors, si on veut fonder une société qui se tient, qui ont les mêmes objectifs, il
faut réparer ces blessures pour que les gens se sentent appartenir à la même communauté. Ouais. On forme un seul peuple, puis on veut aller de l'avant. Alors, ça passe par là. On est plus conscient. Écoute, il y a quelques années, je prends le cas de Paul Martin, l'ancien Premier ministre, qui voulait régler le problème des Autochtones. Il n'a jamais réussi. Mais aujourd'hui... On semble vouloir réussir. On semble vouloir réussir. Donc, avec le temps, on prend conscience et puis on se rend compte que, ouais, c'est vrai. C'est des sujets assez fâcheux, mais c'est nos ancêtres, c'est nos grands-parents qui l'ont fait, mais dans un contexte donné. Ouais. On présente ces excuses, mais ça ne veut pas dire que, écoute, on est conscient qu'ils l'ont fait dans un contexte donné. Ouais. On ne va pas les lapider. Non, non, non. À l'époque, ils pensaient que c'était la meilleure chose qu'ils faisaient. Mais aujourd'hui, on reconnaît que c'est vrai. On a causé des torts à d'autres personnes. Un jour, peut-être que le gouvernement, ils vont présenter des excuses également aux Québécois. Peut-être. Là, il y a quand même une rue Durham à Québec. Hein. Juste ça, il faudrait peut-être y penser si ça a encore lieu d'être ou pas. Durham. J'aimerais que tu nous éclaires un peu sur... il y a eu une dissension chez les libéraux à propos d'Israël. Ah, OK. Non, mais parce que c'est complexe, là. L'appui à Israël ou non, pourquoi il y a eu une dissension? Pourquoi certains libéraux n'ont pas voulu voter, ont resté assis, etc.? Mais écoute, Pierre, la question liée au boycott des produits venant des territoires occupés, c'est assez délicat, mais en même temps, c'est simple parce que les gens sont comme quelque part tannés du statu quo en Israël. Entre l'Israël et la Palestine, là, on veut que ça avance. Tout ce qu'on veut, parlez-vous. Là. On ne peut pas se baser sur des faits historiques, basés sur la Bible, puis dire jamais on ne va céder le territoire à qui que ce soit. Mais ce territoire-là, écoute, on voulait régler la question juive en créant l'Israël. Ouais. Sur un territoire qui est déjà habité, occupé par des gens. Oui, mais à l'époque, on était supposé aussi de créer un État pour les Palestiniens. Hein? Bon, mais ça n'a jamais été fait. Bon, alors, on voulait régler ce problème. On l'a réglé. Maintenant, on s'est rendu compte que c'est les colons israéliens qui prennent des terres sur le territoire palestinien, puis qui font que les négociations n'avancent plus parce qu'ils s'en vont sur les territoires, puis c'est des terres inoccupées, parce qu'Israël peut dire que cette région-là, pour des raisons sécuritaires, il ne faut pas que les gens habitent là-bas parce que c'est dangereux, les terroristes. Mais plus tard, les colons y vont, puis ils créent des champs, Ils revendiquent ça sous le nom de « c'était à nous il y a 2500 ans ». Donc, ça crée un malaise. Ouais. Oui, on est tous des amis de l'Israël. Mais tu dis, mais arrangez un peu les choses. Ouais. On veut toujours vous appuyer. On sait que dans le monde arabe, on compte beaucoup sur vous. Mais faites l'effort d'arranger les choses. Mais à l'intérieur... Faites-vous un peu d'amis au Moyen-Orient. Écoute, un peu. Mais parfois, on comprend qu'en Israël également, il y a des extrémistes. Tu comprends? Les extrémistes qui croient Dieu comme fer. Mais la droite qui dit non. Nous, tout ce qu'on fait, ça c'est basé sur la religion. Puis tu dis, alors ça, c'est la preuve que le malaise que ça crée sur le plan international, on le retrouve au Parlement, ici au Canada. Parce que les gens sont mal à l'aise en disant, on est dans un pays de droit. Hein? Oui. Comment est-ce qu'on l'interprète? Est-ce que si on boycotte les produits, là, est-ce qu'on fait mal? On est mal à l'aise avec le sujet. Puis, oui, M. Trudeau devait peut-être prendre un engagement et dire, écoute, le Canada, depuis Harper, on change, OK? On change l'Israël, écoutez, on est vos amis, mais ce que vous faites, ce n'est pas correct. On n'appuie pas la motion. Mais le Canada a toujours été un terre d'asile. On a toujours accueilli un peu partout. Le lobby, le lobby des amis d'Israël, c'est encore là. Alors pour tout, je pense qu'il a été prudent. Il a été prudent en voulant faire passer. Mais il aurait pu faire le contraire. Il aurait pu amender. Mais quelqu'un me disait qu'il ne peut pas amender parce que c'est une loi privée. C'est un député. C'est un député qui a fait la proposition. Donc, ils sont comme mal pris avec ça. Mais tranquillement,
je pense que l'Israël, même si ça a passé ici, le message passait. Et ils sont conscients qu'il faut faire quelque chose. Ouais. On ne peut pas accepter le statu quo. Écoute, la guerre dans les territoires occupés, c'est un véritable massacre. Oui, c'est vrai que par rapport à la sécurité de l'Israël, il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Mais en même temps, c'est quand tu regardes les... Quand il n'y a pas le dialogue, oui. Tant qu'il n'y a pas le dialogue, Isaac Rabin, ils ont avancé, ils ont voulu régler le problème, mais il a été assassiné. Puis, depuis les accords d'Oslo, on est encore là, on ne bouge pas. Puis, ça fait l'affaire d'un camp. Ouais. Ça ne fait pas l'affaire de l'autre. Alors, le gouvernement Trudeau devait peut-être, mais c'était délicat. Puis, c'est un malaise un peu partout dans la population. Pas au Parlement. Nous tous, on sent ce malaise. Parce qu'on dit l'Israël, oui, mais on ne peut pas les forcer. Puis on leur dit, voyez la vérité vous-même. Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'ils s'ouvrent les yeux. Là. C'est leur agissement. Parce que aussitôt que tu te mets, aussitôt que tu te positionnes, tu es taxé parfois d'antisémite. Oui. Or, non, ce n'est pas contre les Juifs, mais c'est contre l'État d'Israël. Oui, moi je comprends très, très, très bien. Puis, et ce que le Premier ministre israélien également essayait de faire, c'est de faire en sorte que l'Israël soit reconnu comme un État juif. Alors, si c'est reconnu comme un État juif, donc l'Israël, c'est considéré comme... tu es israélien parce que tu es juif. Donc, on ne peut pas avoir d'Arabes israéliens, on ne peut pas avoir d'autres... Écoute, c'est un peu... Oui, c'est ça. C'est un peu délicat. Ouais. Ben, désolé si je suis... je patine un peu, hein, parce que non, mais c'est une question très... Hein, en tout cas. On peut faire des comparaisons un peu partout. Les gens vont comprendre que si vous engagez des négociations, il n'y a personne qui va arrêter de boycotter les produits. Tout ce qu'on veut, là, dialoguer. Comment on peut rester deux peuples? On a l'impression que personne ne veut s'entendre. Écoutez, avancez au moins. Faites l'effort de parler entre vous, puis les gens vont dire, ils sont mis à parler, donc peut-être ça va déboucher sur quelque chose. Mais quand tout le monde campe sur sa position, là, puis tout le temps tu dis, l'autre a fait quelque chose, et quelqu'un te donne une gifle, puis tu prends un char, puis tu tires dessus. Là, écoutez, oui, à toi de te donner une gifle, mais c'est pas avec le chat que tu vas régler le problème. C'est ça. Ça, c'est clair, c'est clair. Connais-tu Richard Stewart? Richard, non, oui. C'est un peu anecdotique et un peu, ça vient de l'insolite, mais c'est le maire de Coquitlam en Colombie-Britannique. Et lui, il a fait quelque chose que je trouve original, mais dénoncé. Il s'est habillé de la même manière, avec le même complet pendant 15 mois d'affilée. 15 mois? Et personne s'en est rendu compte. Et ce qu'il voulait faire sortir, c'est que comment les politiciennes ou les femmes, en fait, en exercice public, n'auraient pas pu faire ça. Puis c'est difficile, mais pour les hommes, on s'en fout. Mais donc, l'image, là, c'est vachement important. Puis ça doit être extrêmement difficile, entre autres. Je me rappelle encore à l'époque où Pauline Marois était première ministre, elle dit, moi, d'une journée, là, on me parle plus de comment je suis habillé que de ce que j'ai dit dans mes discours. Mais c'est intense, hein? Mais donc, on a encore du chemin à faire, en fait, à ce niveau-là. Puis je voulais le souligner parce que je trouvais que c'est une initiative insolite, mais quand même intéressante. Il y a encore des regards. Les gens, quand ils sont portés sur l'apparence, quand c'est une femme, on regarde d'abord l'apparence, puis c'est plate. Ben oui. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, je t'amène sur la scène internationale parce que je le sais que tu es le roi de l'international. Je veux que tu nous parles un peu de ta vision des présidentielles américaines parce que ça s'en vient, ça brasse des deux côtés, en fait. Là, on a pensé pendant longtemps que chez les démocrates, il n'y aurait pas de course puis qu'Hillary Clinton allait être couronnée, mais finalement, c'est pas le cas. Bernie Sanders arrive de nulle part, un socialiste, un communiste pour certains, quand il est juste un peu plus à gauche que la plupart. Et du côté républicain, c'est la folie furieuse des, je ne veux pas utiliser le terme néo-nazi, là, mais des extrémistes, écoute, qui se relancent avec des propositions qui sont selon moi scandaleuses. Écoute, moi, je vais commencer par le plus facile, c'est ça, le plus facile? Oui. Les républicains, j'avoue qu'on est en 2016, puis les républicains n'ont pas compris que le monde a changé. Ah oui, ils ont un discours rétrograde, là, c'est bon, alors quand tu les écoutes, à date, ils n'ont pas encore un candidat rassembleur, quelqu'un que tu peux suivre, que tu dis oui, c'est un homme d'État.
Donc, ils sont encore dans la propagande des années, je ne sais pas trop, hein. Dans le mécartisme. Ben, les années 60, où on fait la chasse aux sorcières, on accuse telle personne de socialiste, de communiste, puis il faut les lapider, il faut les lapider. Écoute, écoute, la période de Ku Klux Klan, c'est fini. Écoute, puis on est en 2016, il faut voir, les États-Unis sont composés majoritairement, là, les Latinos sont en train. Écoute, la majorité, tu vois les Latinos. Les Afro-Américains. Les Afro-Américains, avant de voir... les Asiatiques sur la côte ouest. Puis, on a des candidats encore qui tiennent ce genre de langage. Puis tu dis, oui, mais c'est vrai que dans ces États-là, majorité républicaine, ils vont peut-être gagner encore au Sénat. Ou bien au Parlement, ils vont remporter. Mais au niveau présidentiel, là, ils vont se faire laminer encore parce que ça va être toujours difficile pour eux. On va voir, mais c'est parce que rendu... Le discours va changer quand on va être vraiment à la course à la présidence. C'est triste. Moi, je suis comme découragé. Moi, je ne suis plus au niveau des républicains. J'écoute de moins en moins. Ah, je pensais que tu étais républicain. Ah, je ne l'ai pas dit. mais avant, on a eu des présidents républicains que moi j'avais appuyés. Écoute, sans te mentir, quand Reagan avait pris le pouvoir, j'étais jeune. Mais écoute, c'est quelqu'un qu'on appréciait. Même George Bush père également au début. Oui, parfois, la fermeté sur le plan international. Les républicains sont réputés pour la fermeté sur le plan international. Ça, on aime ça. OK? Parfois, jouer aux gendarmes. Mais depuis mais on aime ça, sauf quand c'est Poutine en Russie. Là. Je veux dire, ça fait notre affaire quand c'est de notre bord. Mais c'est parce que depuis les erreurs de George Bush, fils, là, on a compris qu'ils étaient vraiment dans le champ. Parce que si on est là, sur le plan international, dans le bourbier irakien, c'est à cause de George Bush. Bourbier libyen, bourbier syrien. Mais ça, c'est là, puis ça continue parce que, à cause des erreurs de George Bush, fils, Barack Obama a décidé de ne plus s'engager. Alors, parce qu'il a décidé de ne plus s'engager en Syrie, ça a encore produit l'effet contraire. On s'est encore embourbé parce qu'en Syrie, on aurait pu intervenir depuis en Syrie pour régler le problème. Mais on s'est dit, on ne le fera plus parce que c'est trop d'erreurs. Ouais. Plus de vies humaines américaines, on va arrêter ça. Puis parce qu'ils ont hésité trop longtemps à intervenir, ça a encore créé autre chose. Donc, oui, parfois, sur le plan international, les républicains, on adore quand ils font le gendarme. Mais aujourd'hui, là, sur le plan local, bien, à l'interne, ils n'ont pas encore compris que la société américaine a profondément changé. Ouais. Parler des immigrants. Écoutez, la Californie, tout ça, la Texas, ça appartenait aux Mexicains. Ben oui. Écoute, puis aujourd'hui, là, tu veux renvoyer tout ce monde ou bien tu veux faire des murs. Tu veux faire des murs, ça ne va pas très bien, OK? Ouais. Alors, du côté démocrate, les démocrates, ça, c'est la surprise. C'est la surprise parce que Mme Clinton, à un moment donné, c'est assez également, OK? Elle est un pur produit de la Maison-Blanche, d'establishment. Écoute, Puis, oui, les gens sont déçus d'Obama parce que les gens croyaient qu'Obama allait faire une révolution en arrivant à la Maison-Blanche. Mais il a été bloqué par le Parlement. C'est le check and balance aux États-Unis, c'est extrêmement dur de tourner le bateau de bord. Écoute, écoute, tout ce qu'il a voulu introduire, ils l'ont bloqué. Moi, je te dirais, ce n'est même pas les républicains qui l'ont bloqué. C'est à l'interne. Si les démocrates étaient tous derrière Obama, ça allait fonctionner également. Ouais. Oui, les républicains l'ont bloqué, mais à l'interne aussi, au niveau des démocrates, il n'y a pas eu la tâche facile. Puis on voit Mme Clinton également, qui pointe encore à l'horizon. Mais oui, les gens se sentent démocrates, mais à la personne comme candidat qui va encore gouverner, les gens ont de la difficulté à avaler la pilule. Oui, il ne faut pas oublier non plus que les démocrates, on en parle comme du parti de gauche, mais ça reste du centre-droit. Là. On est loin du socialisme et de la social-démocratie. Là. On sait très bien que Mme Clinton, c'est Bill Clinton qui est en arrière, c'est toute l'ancienne équipe qui revient. Bill Clinton a eu la chance de gérer le pays à une période où il y avait la prospérité. Oui, mais là, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Là. Ça va très, très mal. Alors, quand on voit M. Sanders qui pointe à l'horizon, qui sort de nulle part, puis qui fait rêver les jeunes.
Les jeunes, lui, son défi, c'est de faire sortir le vote parce qu'on sait que les gens qui sont plus à gauche vont beaucoup moins Ben, voter. si les jeunes sortent puis vont voter, c'est fini. Et ben, on sait qu'on n'est pas encore. Il cause plus de troubles à Mme Clinton. Mais au moins, ça l'amène à un autre genre de débat aux États-Unis. Puis un ça va débat qu'on n'avait pas, tu sais. l'amener à changer un peu son discours, à être moins caricaturé parce que c'est toujours, on la voit comme froide, elle n'est pas proche des gens. C'est toujours la richesse. L'aristocratie américaine. L'aristocratie américaine que les gens voient et non quelqu'un de très simple, humain, touchant, on ne le voit pas encore. J'espère que ça va changer sa campagne, sinon ça va mal. Et puis j'espère que... En tout cas, moi, que Bernie Sanders gagne... je sais ce que tu voulais. Non, mais j'imagine juste là, une vraie présidentielle entre Donald Trump et Bernie Sanders. Écoute, j'ai de la misère à imaginer, on dirait un mauvais scénario de film de science-fiction. Là. Donald Trump, candidat à la Maison-Blanche. C'est, écoute, inconcevable. Toi, tu dis, écoute, et puis il gagne, il avance. Puis je dis, mon Dieu, c'est lui qui va être candidat aux élections. Ouf. Ça va être intense. C'est assez, on va en reparler. Au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Ouais. Dernier sujet dont je veux te parler, je veux que tu me parles, cesser le feu en Syrie. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on va arriver à une entente? Est-ce qu'on va arriver à une... Je sais pas, moi, de résoudre pacifiquement ce conflit-là qui perdure entre diverses factions? Parce que oui, il y a le régime de Bachar al-Assad qui a créé, je le rappelle, plus de morts en Syrie que Daesh. Là. Mais il y a les rebelles, il y a les Russes, il y a maintenant la communauté, les Turcs qui s'attaquent aux Kurdes. C'est tellement complexe, là. On dirait un deuxième Israël. On devait faire une émission sur le conflit syrien pour que les gens voient comment ça se passe, qui a engagé. Je pense que ça va se régler, OK? Parce que c'est les Russes. Si les Russes sont d'accord pour que ça se règle, ça va se régler. Okay. Entre Russes et Américains, les Russes sont capables, parce qu'avec leur puissance de feu, ils ont changé le visage du conflit. La présence russe a tout changé, a tout modifié. Le seul pays qui se retrouve coincé dans cette histoire, c'est la Turquie. Oui, vraiment. Entre l'Europe, qui lui demande d'accueillir plus de réfugiés pendant qu'eux érigent des murs. C'est parce que la Turquie, depuis le début, au lieu de s'interposer puis de régler le problème, il se disait, avec le conflit syrien, ça va régler mon problème avec les Kurdes. À cause des Kurdes, il a laissé faire. Il se disait, ils vont s'entretuer, puis après, je vais ramasser les miettes. Alors, je vais sortir comme le pacificateur qui viendra imposer une sorte de paix parce que ancien colonisateur, l'ancien Empire ottoman, les Turcs, c'est l'Empire ottoman qui était le colonisateur de toute cette région. Toute l'Arabie saoudite, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Afrique du Nord appartenaient à l'Empire ottoman. Alors aujourd'hui, la Turquie, qui était l'ancien colonisateur, se dit « Bon, enfin, je tiens ma revanche. Je vais retrouver ma place. Je vais retrouver ma place sur le chiquier international. » Alors au lieu de s'impliquer très tôt, il s'est mis à dos Bachar al-Assad. Alors, il a facilité l'accès au marché aux rebelles et que l'État islamique. Comment se fait-il que les gens peuvent facilement rentrer, traverser les lignes, puis aller, puis se constituer une armée à côté? Il les voyait faire. Alors, il tirait profit de tous les côtés. Puis maintenant, il s'est fait surprendre. Oui. Par l'intervention des Russes. Les Russes sont arrivés, puis là, ils se rendent compte que... Puis on sent qu'il y a une escalade entre la Turquie et la Russie aussi. Là, le danger, c'est qu'il arrive quelque chose entre la Russie et la Turquie. S'il se passe quelque chose, là on est reparti à zéro. Hey, merci beaucoup, Raphaël, de toutes ces informations et de tes réflexions sur tous ces fantastiques sujets. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On se dit là la semaine prochaine pour un nouveau Qu'en pensez-vous? Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous écrire à tvldm9@videotron.ca et vous pouvez aussi regarder nos émissions et suivre tout ce qu'on fait, en fait, sur notre page Facebook. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir.
Alors bonjour, ici Guillaume Pétrin, animateur à TVLDM9. Manquez pas, la prochaine saison hiver 2016 au programme, plusieurs émissions, dont le bol d'or d'improvisation, Tout sur tout, Qu'en pensez-vous, Accès MRC, Capsule Espérance, Babillard TVLDM9 et les nouvelles émissions, les 12 travaux citoyens, Place aux saines habitudes de vie, Mon CFP, Électron libre et Rétro Hebdo. Mais ça fait bien trop d'émissions, tout ça, là! Hey, Sergent Biquette, mesdames et messieurs. Bonjour, Sergent. Mais là, Sergent, il faut que vous sachiez, nous, là, à TVLD9, on est productifs. C'est quoi, vous allez me donner un ticket? Certain! Bon. En tout cas, manquez pas ça à partir du 1er février 2016. Stéphane Turcotte, technicien informatique. Tommy Dechaine, opérateur chez Résolu. Sébastien Morel, technicien en administration. Philippe Houd, technicien forestier. Carole Noël, estimateur. C'est sûr que concilier travail, famille, pompiers, ça demande des ajustements au début, là. S'assurer que si on part faire des commissions, c'est moi qui pars avec le bébé. Comme ça, s'il y a un corps, il peut y aller directement. Quand j'étais petit, je voyais les camions de pompiers, c'était merveilleux là, de voir ça, tu sais, puis je me suis toujours dit qu'un jour, je serais dans ce camion-là. Puis en vieillissant, on se rend compte qu'on développe peut-être une passion vis-à-vis ce métier-là. Même si on réussit pas à en faire un métier complètement, bien, on a l'opportunité dans des villes comme ici, bien, d'être à temps partiel. La formation est très stimulante, elle est bonne pour notre estime de soi. Je suis heureux de moi-même. Après un bon feu, on vient épuisé, mais content d'avoir fait notre travail. Savoir que ton chum est pompier, là, c'est rassurant. C'est sûr que ça donne des revenus de plus, ça c'est un avantage. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.